Non. Salut. Bonjour dans Beats, épisode numéro, je sais plus combien. Tiens, d'ailleurs, 119. ça pas. Il faut lancer la régie. Play, démarrer. Bah ouais, voilà, sinon le ça titre va pas. s'affiche en bas de votre écran. Voilà. Un indice s'affiche ici. Sinon, moi, après, je suis perdu. Ah, Bon, épisode numéro beaucoup, 119. c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Hein. Ah, on est pas mal là. Ouais, ça fait très beaucoup. Merci Landersion pour ton prime. Super, merci. Bon, pas mal de sujets. Et surtout des sujets qui nous viennent Des gros de sujets. Chine. Qui nous viennent, De c'est Chine. ça, qui nous À viennent pied. de Chine. À pied. En plus. Voilà. Ça c'est fait. Et donc, gros sujet ce soir. Est-ce un nombre premier 119 nous demandait Dreliox. Ah, faut faire un sondage, tiens, c'est pas mal. Je Voilà. crois que oui, hein. À vérifier, Bon, mais je crois que oui. Le vrai truc, c'est qu'on a lancé un sondage déjà toute la journée. Le sondage d'hier vous avez beaucoup plu. Du coup, je me suis dit, aujourd'hui, je fais un nouveau sondage. On essaiera de faire un sondage par jour. Ouais, c'est pas mal. C'est pas On mal. va retrouver des idées. Bon, ouais, salut Stéphane, salut Dreliox, salut Pop, tout ça. Salut la chatroom. Du coup, on disait pas mal de sujets ce soir. L'objectif, c'est de faire l'heure et pas plus. Hein, on dit toujours ça, mais ouais, on n'y arrivera jamais. Oh si, on a à peu près pas mal. Oh si. La dernière fois, on avait réussi à paquer un paquet de sujets quand même C'est vrai. dans une heure à peu près 5. Là, il y en a un peu moins parce petit que peu l'actu était un peu plus. Mais il y a des gros sujets. Plus molle. Faut dire ce qu'il Elle est molle. L'actu est molle. C'est vrai, elle est un peu molle en ce moment. À part des gros soucis de comment ça s'appelle entre les États-Unis et la Chine, finalement il se passe pas grand-chose en termes de. En fait, ce soir, c'est les actus de l'amour et de la haine. C'est ça. C'est ça. Il y en a qui Des s'aiment gens qui et s'aiment il y en a qui se et clashent. d'autres qui s'aiment beaucoup moins. Du Voilà. coup, on commence par la première news qui n'est ni d'amour ni de haine. Une petite news légère pour commencer. Exactement. Commençons par la légèreté. La légèreté. Ça nous caractérise beaucoup la légèreté. Exactement. Puisque, ça y est, Lilium vole. Et oui, voilà. Mais oui, mais qui c'est Lilium? Qui est Lilium? Alors Lilium, c'est une start-up allemande dont on avait déjà parlé qui souhaitait produire des taxis volants autonomes. Voilà, à base de sortes d'avions, voitures, machin, on sait pas trop, mais électriques en tout cas et autonomes. Des voitures. Et ils ont enfin sorti leur... alors c'est pas leur premier prototype, mais c'est le deuxième pour embarquer jusqu'à 5 personnes. Voilà, donc t'as un petit appareil comme ça avec des ailes. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est quoi ces dents là? Tu vas voir après. Putain, je sais ce que c'est. Donc c'est un avion électrique avec... Ils ont 36 moteurs quand même, hein, Voilà. des turbines jet, donc c'est celle-là. C'est un prototype pour 5 places, donc 5 personnes. Ils ont fait voler quelques mètres de hauteur. C'est vraiment le premier vol de cette taille d'engin. Donc ça va pas très loin pour l'instant. Mais ils ont de grosses ambitions avec ça, notamment de pouvoir faire voler l'engin pendant 300 km à une vitesse de 300 km/h également. Donc un vrai jet, hein. On est vraiment sur un avion. Ah oui, là, oui. On n'est pas sur les petits taxis autonomes de Boeing Ouais. dans les villes. On est vraiment sur du vol longue distance. Donc tu vois derrière les ailes, tu vois les turbines pour les ailettes des turbines pour le jet. Ouais. Voilà. Donc leur concept il est comme ça. Ça, C'est beau. on l'avait déjà présenté. Il est plutôt sympa. C'est joli. Et alors pourquoi c'est exceptionnel? Donc là tu le vois en vol, il est à quelques mètres du sol. T'avais tous les ingénieurs dans la vidéo, ils sont Ouais, là, c'est ça, ils sont tous Ouah, ils autour. s'applaudissent, ils Ça s'embrassent et marche. tout, c'est génial. Putain, ça fonctionne. On y est Et là, il arrivé. explose. C'est pas grave. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'ils vont... Enfin, pourquoi c'est une prouesse d'avoir fait tout ça? Alors déjà, qu'est-ce qui change par rapport aux autres drones? Bateau volant. Il n'y a pas d'hélice. Déjà, donc forcément, c'est plus compliqué à stabiliser. C'est plein de turbines en parallèle, donc il faut vraiment En plus, ça équilibrer fait pas de bruit. les turbines. Si, ça fait le bruit d'un jet. Donc t'entends le truc qui siffle. 35, Moins qu'un drone, hein. Ça c'est fait vrai. vraiment moins qu'un drone. Hein. Tu t'écoutes, c'est plus aigu. Donc c'est plus... Oui, ça fait plus, exactement. Tu le fais bien, dis donc, le bruit. T'as vu, hein, j'aimais bien la turbine, C'est ça. turbine jet. Hein. Oui, ça fait peigne, ouais, c'est ça. Mais... Je sais pas ce que c'est qu'un peigne, en fait. Donc... Bah non plus. Voilà, toi non plus. Donc alors pourquoi c'est une prouesse ce qu'ils ont fait? Donc là d'abord il y a l'aspect turbine électrique également, l'autonomie. En fait, ils ont réussi, ils espèrent atteindre l'autonomie qui compte là, les 300 km, parce que ils vont partir sur un design avec un aile et des turbines de jet. Donc ça, tu vas pouvoir voler plus longtemps, contrairement au drone où il faut que tu tournes beaucoup pour arriver à garder ta stabilité, et puis pour avancer, en fait, tu consommes beaucoup plus. Donc il y a ça. Il y a aussi le profil des ailes qui a été fait exprès pour avoir une autonomie que ça ait moins de perturbations dans l'air, Bah ouais, mais en plus. de traîner, comme on dit. Ouais. Et donc on n'est vraiment pas sur le principe d'un drone. Et après, ils ont travaillé eux-mêmes à concevoir ces propulseurs-là. Donc les propulseurs et les turbines, du coup, sont sur les ailes et sont orientables. Parce qu'en fait, ils décollent à la verticale.
il se tourne, et après il Et part. après, il part. Ouais. Ok, c'est du décollage vertical. T'as quelques avions qui font ça, on connaît le Harrier, là, qui est un avion américain qui décolle et atterrit comme ça sur les porte-avions. Ouais, le Enfin, A10, ou je sais plus combien il s'appelait. Je sais plus comment il s'appelait. Le Harrier. Ouais, mais il a un code. Ah, il y a un code après, je le connais pas, je suis pas... Mais lui, il avait 4 moteurs. Et en lui, c'était pas toutes les ailes ou les turbines qui Non. tournaient, c'était les ailettes arrière Les qui ailettes s'orientaient, arrière, c'était pas parfaitement la verticale, mais... Non, bon. non, ça avançait légèrement. Bon, ils en sont pas encore rendus à l'étape où t'as vraiment un avion qui vole sur de longues distances de manière autonome, parce qu'il leur manque quand même à relever plusieurs défis, notamment le poids des batteries, déjà, évidemment, parce que si tu veux autant d'autonomie, il va falloir des grosses batteries, donc ça va coûter cher et lourd à transporter. Et ils ont aussi toutes les certifications et autorisations de vol à obtenir. Voilà. Et ils espèrent rallier comme ça, ils se disaient New York à Boston, tu vois, par exemple. Donc c'est vraiment des vols moyens, courriers, sur des territoires comme ça beaucoup plus longs, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors le petit truc intéressant, ils avaient recruté, c'est pas une petite start-up sortie de nulle part, hein, ils avaient recruté des gros ingés et des dirigeants chez Airbus et Audi. Donc ils ont des moyens derrière, et ils ont des personnes. Sur la 3e photo là. Exactement, on est tout à fait d'accord. Voilà, là, ça c'est une Audi. C'est parfait. Donc voilà, c'est pas mal parce que du coup c'est vraiment... Honnêtement, c'est joli. Hein. Ouais, c'est joli, et puis ils sont... c'est différenciant, on n'est pas sur le taxi en ville, on est vraiment sur du plus longue distance. Il n'y Ouais, en a pas beaucoup qui sont tu là-dessus. vas à l'aéroport et tu dis, tiens, je dois faire 300 km, je vais faire un petit Bordeaux-Toulouse, plutôt que de le faire en train, je vais le faire en jet. C'est pas mal. Et tu peux prendre 5 personnes au total. Jail. C'est ça. Allez, pas mal. On enchaîne, on revient sur Terre, et on parle de un peu petit truc, on va parler de One Mix Yoga 3, qui est un concept, un appareil, pardon, même si c'est même un concept, de netbook, puisqu'ils sont pas morts, c'est ce que je marque dans le titre. Le netbook n'est pas mort. Tu vois, donc c'est un petit appareil comme ça, à base d'écran 8 pouces et demi, à peu près. Le retour de la Jet 7, oh la vanne. Le retour de la Jet 7, pas mal, pas mal. Salut Alcoric, Hello, A10 Thunderbolt, voilà. Ah oui, d'accord, ça doit être ça, merci. Donc un petit netbook comme ça, mais qui n'a de netbook que la taille, parce qu'en fait au niveau des caractéristiques, il a quand même continué à bien grandir, et il a profité des dernières innovations, puisque dedans tu retrouves quand même un Core M3, donc une des dernières puces embarquées, donc qui est quand même assez costaud, 8 Go de RAM et 256 de SSD, en NVMe, donc un truc qui envoie un peu pas mal quand même. Donc t'es vraiment sur du l'équivalent, tu vois, des premiers ultra portables. Ah ouais, et clavier, j'ai l'impression que les touches sont presque full size, quoi. Ouais. À part les flèches en bas à droite, ça va être un poil relou comme sur les MacBooks à l'époque. Mais... C'est ça. Et il n'y a pas de touchpad, du coup, t'es avec un petit truc. Et c'est un track. Ouais, c'est un œil. C'est pas un petit, stick à la ThinkPad. Ouais, c'est pas le petit clito du ThinkPad rouge là. Non, t'es plus sur un capteur, je pense, comme les BlackBerry. Ouais, tu vois. exactement. Voilà. Quand ils ont remplacé la boule par ce petit capteur. C'est ça. Mais bon, a priori, ça fonctionne pas mal. Tu mets une souris, c'est bon. Hein. Et l'écran 2560 par 1600 quand même, hein, sur 8 pouces et demi. Donc voilà la résolution. Charnière retournable avec un stylet actif qui est fourni avec la bestiole. Donc tu peux utiliser ça en stylet. Il y a 4096 niveaux de pression, donc on est sur un stylet potable quand même. Surface-like. Voilà, Surface-like, exactement, puisque c'est utilisable dans Windows Ink et toute la couche tactile. Donc tu peux même le retourner à 180 l'écran pour utiliser le palm tablette. Ejection, hein. Voilà, exactement, c'est fait exprès. Et t'as le stylet là, qui va avec. Cet écran me semble un peu fake. Remonte l'écran d'avant. Enfin... Celui-ci ? Ouais. Ah non, le bord en haut, je le trouvais très fin. Le bord de la fenêtre ou le bord de l'écran ? Le bord de l'écran. Le bord de l'écran. Non, bah non, on est sur un design un peu tablette, hein, tu vois. On n'est pas loin des iPad mini. Ça m'a pas trop. Ça m'a pas choqué sur celui-ci. Ah aussi, pourtant, il est très fin. Hein. En haut, il est très fin, ouais. Mais parce qu'en fait, il est orienté dans l'autre sens, l'écran, en fait. Ouais, c'est ça. Les connecteurs sont sur les côtés. Sur les côtés. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont des bords très fins en haut et en bas, mais moins sur les côtés. En plus, il y a les haut-parleurs et tout ça. Bref. Voilà, donc il y a un stylet fourni avec, ce qui est plutôt pas mal, avec les boutons et la pression. Et en niveau connectique, c'est un peu léger, mais c'est suffisant. Bah, donc, t'as quand même sur ce type d'appareil, c'est dur de. T'as quand même un micro HDMI, quoi. Ouais, t'as qu'une seule prise USB, voilà, mais t'as une USB type C qui sert aussi pour la recharge. Et une carte, un slot pour une carte micro SD, voilà. Ouais, et on voit. Micro HDMI, ça c'est dommage, il faut te trimballer un adaptateur. Le jack 3.5. Et la prise jack, évidemment. Ouais, mais avec le type C maintenant. Ouais, tu peux tout mettre en type C avec des adaptateurs que tu trouves partout, c'est exactement ça. Bon, le prix, 760 €. Voilà, donc c'est pas donné, mais pour les caractéristiques, pour la taille, pas tant que ça. Avec un écran tactile de cette capacité-là, avec un stylet tactile, comme ça, un stylet capacitif, actif. Tu regardes le prix d'un MacBook 12 pouces. Ouais. Avec un Core M3, pareil, machin et tout ça, t'es à 1200 balles, quoi. Donc, et la machine, bon, elle fait 12 pouces. Mais c'est pas si cher, je trouve. Alors, évidemment, dans la chatroom, on a relevé le point négatif. Merci Ubiridov, c'est que, évidemment, il n'y a pas de clavier AZERTY prévu, donc c'est un QWERTY. Donc il faut s'y faire. Voilà, bah oui.
C'est dommage. Ça rejoint toute une mouvance avec c'est GPD aussi qui sort les GPD Pocket, ils font ça aussi, qui sont pas mal. Mais il y a encore du marché pour ça et de la concurrence. Moi, c'est des machines que je trouve intéressantes pour l'ultra-mobilité parce que t'as un clavier en fait. C'est quand même du NVMe le disque dur, hein. C'est pas une merde de MMC à la con. Et alors, c'est même pire que ça, c'est que t'as un deuxième slot NVMe de disponible. Donc, du coup, si toi tu veux étendre pour rajouter un autre truc, donc tu peux te faire même un RAID SSD dedans. Pas mal. Hein. Ça doit envoyer. Non, pour la mobilité, c'est vraiment pas mal. Et puis pour la productivité, t'as à la fois le stylet, t'as à la fois le clavier, t'as tous les avantages. Et le form factor, quoi. 8 pouces, moi c'est un truc qui me tenterait bien, tu vois. Voilà. Pas mal. Ouais, hein, vraiment top. Toi, toi t'es plutôt iPad, tablette, tout ça. Ah bah moi maintenant l'iPad Pro, c'est la même machine, quoi. Et le clavier, ça te dérange pas de... Bah en fait j'utilise mon clavier Craft quand je suis au bureau. Et voilà. Bah, après j'en ai pas tant le besoin en déplacement. D'accord. Je fais finalement peu de saisie, mais je t'avoue que là j'ai commencé à regarder les claviers Bluetooth. Tu vois, genre les petits Logitech tout fins comme j'avais avant. Et les claviers cover ou non à la surface. En fait, tout intégré, c'est sympa, mais c'est pas aussi pratique que ça. Le fait d'avoir la tablette posée d'un côté et un clavier libre en face, passe pas mal sur une table, quoi. Ah oui, d'accord. Mais il faut te trimballer les deux, donc il faut un sac pour le transporter. Ouais, mais les claviers font la taille du truc, quoi. Ils sont ultra fins. Dans les faits, moi, je suis plus partisan là, du clavier à part. Voilà. Après, chacun... je n'utilise pas trop finalement comme ça. Mais tu vois, quand je fais le montage de beats, machin et tout, j'utilise aucun clavier, en fait. Ouais, il n'y a pas besoin de clavier. Je tape juste le titre, c'est plus pour les messages, les mails et tout ça que ça devient intéressant. Ouais. Et encore, je dicte beaucoup, moi. Ah ouais? Ouais. Mais j'ai pris le réflexe de dicter et ça marche bien. Donc, même les messages que j'écris sur Discord et tout, souvent, c'est dicté. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est souvent dicté en fait parce que je me fais pas chier. C'est tout bête, hein, mais quand t'as la possibilité de le faire et que ça marche pas mal, d'accord. Pourquoi t'en priver? Bon, en parlant de taper au clavier, on va parler de taper mais en VR. Taper dans la gueule même. Hein, c'est exactement ça, puisque on va pouvoir se prendre des baffes en VR, exactement. Voilà, donc c'est un prototype d'appareil qui a été développé par James Bruton, qui est un ingénieur en robotique et YouTuber, évidemment, américain, qui a développé ça en partenariat avec des étudiants de l'université de Portsmouth. Voilà, ils se sont dit, allez, mais qu'est-ce que c'est que ce la truc ? Castagne. C'est ça, donc c'est ce truc-là. Donc il a développé un robot que vous voyez donc à gauche, donc c'est lui qui est à droite avec le stuff là de guerrier, et le casque du coup sur la tête. Donc ce robot donc est équipé de roues, de bras pneumatiques donc avec des vérins et beaucoup de pièces imprimées en 3D, donc toute la partie orange que vous voyez sur la vidéo. Et pour fonctionner, on dirait une Dagoma pimpée. C'est ça, en fait il a plein d'imprimantes 3D, il l'a mise à l'envers. Benalla VR comme on dit, c'est pas mal. C'est un peu ça. Au niveau de l'électronique qu'il y a dedans, on va retrouver un Arduino Mega, donc des trucs qui sont accessibles à peu près tout le monde. Alors ce qui est intéressant, c'est comment il va faire le positionnement de ce robot par rapport à l'espace et par rapport à lui surtout. Mais en fait, il y a un tracking via les capteurs du HTC Vive. Donc le robot se positionne dans la pièce par rapport au capteur du Vive, dont le Vive se sert aussi. C'est pas mal, du coup, on réutilise ça. Et puis, en plus de ça, il a des capteurs sur l'équipement, en fait, que lui porte. Donc là, une batte de baseball. Aussi, un peu comme les PS Move. Pour que l'élément soit dans l'environnement 3D. Et ils ont mixé tout ça. Le robot aussi, lui-même, a des capteurs de positionnement dans l'espace, au niveau des mains, des points. Pas mal. Donc il a tous les positionnements, mais par contre pour intégrer ça dans la 3D, dans la VR, ils ont dû développer leur propre jeu en VR. Donc pour l'occasion, ils ont vraiment développé leur propre univers. Donc là tu vois derrière, du coup là si vous regardez la vidéo derrière, c'est vraiment un jeu de combat simulé en 3D. C'est ça, un jeu de combat en arène. La petite arène. Et on retrouve en plus le même robot, tu vois, le robot est modélisé tel quel. Voilà. Et il donne des vrais coups. Voilà, donc c'est intéressant parce qu'on est... C'est le retour de force. C'est le retour de force, mais c'est exactement ça, le retour de force dans la VR. Dans la VR. C'est exactement ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours en train de travailler plus loin l'immersion dans la VR. Donc on avait beaucoup, tu sais, on parle de la présence, donc le fait que les degrés de liberté, le fait que tu aies tes mains visibles dans la VR. Et il manquait le fait que tu interagisses avec quelque chose pour définir les limites et tout ça. Oui. Là, imagine, tu sors d'une séance de jeu avec un cocard dans la gueule. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai joué à un jeu vidéo, j'ai pris des coups dans la gueule. Avec un cocard, ça va être dur parce que t'as le masque, t'as le casque devant les yeux, mais bon. Mais quand même.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'apprendre aux robots à se battre. Oui, tu vois, c'est ça. En fait, ça pourrait servir pour crowdsourcer l'apprentissage du combat. C'est parfait. Exactement. Voilà. Et ça peut grave le faire. Moi, ce que je retiens, c'est que ça fait partie de... C'est un élément hyper important dans l'expérience utilisateur d'avoir du feedback, comme ça, en général. Donc, Là, t'en as. Ben oui, mais en fait, t'as les interfaces utilisateurs qui ont souvent du feedback. Là, t'as du vrai feedback dans un jeu. Voilà. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait choqué avec la Wii, tu sais, avec le motion gaming initialement, oui. où tu donnais des coups, etc. Mais en fait, tu partais dans le vide. Oui, et t'avais pas la sensation, surtout pour le tennis, voilà, donc je fais du tennis à côté, donc évidemment quand tu fais du Wii tennis, ça part dans le vide, t'as pas le contact de la balle, de l'impact, c'est vraiment quelque chose qui manque, je pense, à... Oui, frappe moi. c'est quelque chose qui manque à l'expérience, très bien. C'est bon, ça dérive, c'est parfait. On n'attendait pas moins de vous. Hein. C'est exactement ça. Oui, frappe-moi. Il va y avoir des expériences en VR qui vont arriver, qui vont être, qui vont être spéciales, exactement. Ouais. En plus, t'as vu les points qu'il a, c'est pas mal. Oui, mais il a des gants. Ouais, il a des gants et tout parfait, nickel. Bien, merci. Bon, en parlant d'amour. Voilà. Hein, on va continuer avec Sony et Microsoft qui se font des bisous. C'est la petite surprise de la semaine, puisque Sony et Microsoft... Boukani, je me bats déjà assez avec mon imprimante. Mais elle te renvoie rien, elle te met pas des coups. C'est ça. Voilà. La version 2.0. Oh, joli. Slow clap pour toi. Bon, allez, Sony et Microsoft qui font des bisous, puisqu'ils ont annoncé un partenariat, un développement conjoint, hein, c'est pas que dans un seul sens, donc ils vont contribuer. Donc là, tu as la jolie photo, il se serre la main. Hein. Oh, salut. C'est l'amour fou, là, tu vois. J'adore la veste de Satya. Et la chemise et la veste de Satya. Chemise et veste, c'est parfait. Merveilleux. Ce sont les carrés de Windows. Hein. Ah, c'est pour ça. Oui. Et que des chemises c'est des tiles. Ouais, c'est le menu démarrer. C'est exactement ça. Bon, donc ils ont annoncé un développement conjoint autour d'une plateforme de gaming et streaming de contenu. Et donc c'est une collaboration plus générale autour du cloud gaming, dans les deux sens a priori. Donc c'est vraiment une collaboration dans les deux sens. Du coup, on a le titre, ça sera VR 2.0, hein, le titre de l'épisode. VR 2.0. Ah, c'est pas mal. J'accepte. Je valide, c'est parfait. Il va falloir trouver une belle incruste après pour faire ça. T'inquiète. Ouais. Pour faire la cover. On occupe demain. Donc en plus de ce développement conjoint dont on n'a pas tous les détails autour du cloud gaming, on sait que la plateforme existante de gaming et de streaming de contenu de Sony va utiliser en plus de ça les services Azure. Étonnant. Voilà, et donc on peut imaginer... Espionnage industriel. Voilà, donc on peut imaginer derrière mais que... C'est ouf, hein. Non, c'est pas espionnage industriel, mais on Non, mais je sais pas l'espionnage industriel, mais il faut que Sony ait sacrément confiance en Microsoft. Ils sont obligés, Microsoft, de... Ils peuvent pas faire un enfant dans le dos à Sony sur ce coup. En fait... Non, mais... Bah, il y en a plein. En fait, le problème, c'est que Microsoft, ils sont sur plein de marchés différents. Ouais. Et ils sont sur la fourniture d'infrastructures cloud, comme ça, ils sont très forts dessus. Mais ils sont aussi sur le gaming, donc avec les Xbox notamment. Et ils sont aussi sur le cloud gaming avec le projet X, là, projet cloud qui va arriver. Le X Cloud, pardon, voilà. Et... mais ils peuvent pas se fermer et ne pas laisser le marché Azure ouvert aux concurrents. Donc, et encore une fois, c'est très bien parce que c'est pas juste on vous fournit du cloud. Il y a aussi derrière un partenariat pour le développement de la partie streaming. Donc je pense que Microsoft va aussi en bénéficier du retour d'expérience de Sony sur le gaming. Ils sont quand même plus forts Sony en termes de développement d'expérience de contenu. Comment ils appellent ça, d'entertainment, tu vois, d'amusement, autant pour le gaming que pour la création de contenu, les films et tout ça. On parle pas que du jeu, hein, attention, hein, ils parlent de streaming de contenu au sens très large. Donc ça couvre évidemment la partie jeu, mais aussi le reste. Alors Sony, c'est là où ils pêchent énormément, c'est-à-dire que sur la partie infrastructure cloud, ils sont nazes. Ils ont toujours été inférieurs à Microsoft sur la plateforme de jeux en ligne pour les PlayStation, ça c'est évident. Merci EcoCraft, le casque a clignoté grâce à ton sub. Merci. Sony aurait pu aller chez AWS exactement, mais ils n'ont pas réussi à signer un deal ensemble. Alors, on n'a pas le détail, mais ils en ont parlé. Ils ont dit qu'effectivement, ils étaient en contact avec Amazon, mais ils sont pas allés au bout du processus. Donc, on ne sait pas précisément pourquoi. C'est un vrai loupé pour Amazon, parce que ça aurait été un des moyens pour eux d'aller se créer en fait une bonne image dans le gaming, dans le cloud gaming en plus. Ouais, ils ont Twitch. Mais ils ont que Twitch en fait. Oui, bah, ils sont OK pour le streaming de contenu, ils ont Twitch, ce qui est déjà une belle référence. Par contre, sur le gaming, sur le cloud gaming, ils ont annoncé la volonté d'y aller, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils font derrière. Donc bon, tant pis pour eux. Ils vont racheter Shadow et voilà. Peut-être. Ils vont racheter une boîte comme ça. Ouais, c'est possible, ils sont plutôt dans cette mouvance-là. C'est une bonne idée, ouais. Carrément.
Après, c'est aussi l'alliance de deux géants, autant du cloud et du gaming, face à un autre géant qui est en train d'arriver, qui fait déjà des infrastructures cloud et du gaming, qui s'appelle comment déjà Google. Et oui. Google. C'est ça. Un petit nouveau, apparemment Google. Donc oui, Google arrive avec Stadia, donc c'est aussi une volonté de se positionner en tant que concurrence forte de Sony et Microsoft face à Google derrière, puisqu'ils ont quand même une petite crainte. Donc ça assoit quand même le fait que Google il y a une crainte en fait par rapport à son arrivée. Donc ça rend pertinent en fait son entrée dans le monde du cloud gaming. Ils sont à l'E3. Surtout qu'ils sont à l'E3 évidemment pour alors que Sony n'y est pas. Ouais. Voilà, donc pour rappel, Sony, c'est le deuxième. Il y avait déjà eu un partenariat avec Nintendo de la part de Microsoft pour notamment fournir du... et il y a le service Xbox Live. Voilà, il y a le Xbox Live sur la Switch et il y a du streaming également de Toutes les consoles seront Microsoft en fait. Toutes les consoles seront branchées sur un cloud Microsoft d'ailleurs, sur les infrastructures Azure. Ce qui est plutôt bien vu de la part de Microsoft, et encore une fois, ça montre qu'ils ont vraiment bien réussi leur coup avec Azure. Ça devient une plateforme de référence, et de plus en plus de gros acteurs comme ça y vont, donc c'est pas rien du tout. Voilà. Google Stadia ne sera pas à l'E3, pourtant Google a dit qu'il serait à l'E3. C'est peut-être leur studio de développement qui sera là-bas, tu sais, pour annoncer les jeux qui seront exclusifs, justement, Stadia. Ah ouais, ah, c'est peut-être le studio, ouais, c'est peut-être le jeu, mais carrément. Une console Sony Nintendo aurait dû sortir, mais c'est une autre émission RGB. Oui, on a déjà un peu parlé, mais c'est vrai. Belle remarque, effectivement. On pourra en parler dans un RGB où on fera ça sur l'histoire de Nintendo, peut-être. Pourquoi pas. Bon. C'était la PlayStation. Bref. Microsoft fait pas l'amour qu'à Sony. C'est... Comment ? Microsoft ne fait pas l'amour qu'à Sony. Microsoft ne fait pas l'amour qu'à Sony et à Nintendo. Microsoft est en couple libre. Il fait aussi l'amour à Quant, ou plutôt Quant vient faire des bisous à Microsoft, mais ils avaient commencé. Ils avaient des préliminaires déjà. Voilà, donc ça a surpris aussi pas mal de monde parce que du coup, Quant mettait en avant tout l'aspect souveraineté numérique. En plus de, on respecte vos données, vie privée, tout ça. C'est vrai, il s'est associé à Wiko pour faire un téléphone Quant. Ah oui, j'avais oublié ça. Ouais, Wiko, en plus c'était il y a pas longtemps, hein, c'est il y a quelques semaines. Wiko, évidemment, bien connu pour ne pas envoyer de données vers la Chine, ils sont pas fait épingler une fois, hein, voilà. Bref. Même Huawei l'a joué plus fine, pour vous dire. Donc du coup, Quant, moins que ça, il serait fait virer. Hein. Va aussi utiliser des infrastructures Azure pour tous les serveurs et les services chez eux. Alors pas forcément tout, mais en tout cas des principaux services dont ils ont besoin. Alors c'est assez étonnant parce que Quant est quand même un rival direct de Bing, là aussi. Donc tu vois, Microsoft, en fait, il est souvent en rivalité sur un des services, en plus de fournir des infras. Ouais, ça n'empêche pas quand même de justifier le fait que Azure, ce soit une bonne solution. Donc Quant a un énorme besoin, enfin pourquoi ils font ça, hein, Quant, ils ont un énorme besoin en infrastructure, ils ont du mal à continuer leur croissance, à grossir leur infra, en même temps que leur nombre d'utilisateurs croît. Donc il y a eu beaucoup d'instabilité dernièrement, c'est lié à leur infra qui n'arrive pas à suivre actuellement, voilà. Donc ils ont vraiment besoin de stabilité et de scalabilité pour continuer à asseoir leur croissance. Alors ils ont clairement rassuré tout le monde par rapport au fait de migrer là-dessus, tout va bien se passer. Le moteur d'indexation, puisque c'est là qui est le nerf de la guerre, il va rester maison, donc ça va être leur moteur à eux. Et sur Azure Europe. Et les données personnelles, alors oui, il y a les data centers du coup qui sont localisés dans les régions qui vont être utilisées. Les données personnelles ne seront pas recueillies. Non. Donc la vie privée reste respectée. Et en plus, ils ont vraiment été jusqu'au bout du sujet puisqu'ils ont fait appel à la CNIL et à l'ANSSI, donc l'agence numérique pour la sécurisation des systèmes d'information, pour auditer en fait la fiabilisation et la sécurisation du dispositif qu'ils vont mettre en place sur Azure, notamment pour s'assurer que Microsoft ne sera pas en mesure au milieu d'intercepter. C'est ça. D'intercepter des données, ou même pire, c'est-à-dire qu'avec des métadonnées, être capable de reconstruire l'historique de recherche d'un utilisateur. Donc ils ont fait auditer ça. Sauf si vous utilisez Edgeium plus Quant. Là, le kilo. Là, tu le cherches quand même. Hein. Voilà, c'est vrai que c'est pas faux. Non, non, je sais pas. Je sais pas, tiens, c'est une bonne remarque. Parce que si tu mets Quant en barre de recherche par défaut, ça passe quand même par la barre de recherche du navigateur, il y a peut-être moyen que le navigateur intercepte ce qui a été saisi dans le... Mais oui, Edgeium, c'est juste le Chrome de Microsoft. Ça, donc bon, ils vont collecter autant de données. Mais ils en ont moins besoin parce qu'ils vont pas les vendre autant que Google. Salut Krakavava. C'est moins leur business model, en fait, Microsoft. Il nous dit Azure sera uniquement utilisé pour indexer, d'ailleurs. Oui, il sera uniquement utilisé pour indexer. Alors en particulier, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser derrière, comme ce qu'ils ont précisé, c'est pourquoi ils vont sur Azure plutôt qu'un autre fournisseur. Pourquoi ils prennent pas, par exemple, OVH. Alors déjà,
petite pique du président de Quant qui disait que OVH n'a pas la puissance pour un moteur de recherche. Phrase sortie direct telle qu'elle. Hein. Ah ouais, donc... mais de général, c'est pas juste pour nous, pour Quant, il n'y a pas les bons services, ils n'ont pas la puissance nécessaire. Donc, pan, une petite baffe. Il y a un petit goût amer derrière, je pense qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre avec Octave. Hein. Voilà. Ils ont d'autres besoins en particulier sur Azure. Alors, après, il y a Tristan Nito. On a un moteur de recherche souverain, français, machin, et on signe pas avec OVH ou même, pourquoi pas, avec Free, quoi, finalement, avec le groupe Iliad. Pour l'héberger le moteur de recherche, quoi. C'est assez ouf, quoi. Et alors, il n'y a pas qu'un enjeu d'infrastructure hardware. Sur une DD-Box, ça tient. Il y a un enjeu de service qui vient par-dessus. Donc oui, il y a les infras. Oui, les infras, ça coûte très cher à monter et à gérer. Donc c'est pas ce que veut faire Quant. Il veut pas gérer ses propres data centers. Mais il n'a pas qu'un besoin en machine, ils ont un vrai besoin en service. Et en fait, ce qu'ils vont utiliser, notamment, donc c'est Tristan Nito qui a précisé ça, qui a notamment indiqué qu'ils vont utiliser comme service les FPGA sur Azure. Donc vous savez, c'est ces processeurs dédiés pour l'exécution de modèles d'apprentissage automatique, donc de machine learning. Donc ils vont utiliser ces services-là sur Azure qu'ils n'ont pas pu trouver ailleurs. Et là, effectivement, OVH là-dessus, ils sont clairement à la bourre, ils sont à la ramasse. Là où des Google ou Azure sont hyper en avance pour proposer ce genre de services, de hardware et de services sur leur plateforme. Donc évidemment, ils vont pas choisir d'aller chez Google. Là, par contre, ça serait vraiment très mal vu. Donc ils vont prendre ça chez Azure. Et en plus de ça, pareil, ils vont utiliser leur infrastructure sur du Kubernetes, donc qui est une plateforme pour exécuter en fait des applications, qui est là aussi hyper bien gérée et mise en avant sur Azure et beaucoup moins bien, très clairement beaucoup moins bien sur OVH. Le lapsus. Donc voilà, ouais, j'ai mis la petite phrase. Alors, il faut quand même savoir que depuis quelque temps, même depuis très longtemps, ils utilisaient déjà Bing. Des résultats de Bing, ouais. Donc l'indexation de Quant n'était pas que du fait de Quant, il y avait des résultats complémentaires qui étaient récupérés par l'intermédiaire de Microsoft Bing. Donc ils avaient déjà un partenariat ensemble pour fournir des services par l'intermédiaire de Quant. Donc c'est pas nouveau. Voilà. Donc bon, ça... On vous a vu. En fait, ils pourront moins mettre en avant l'aspect souveraineté, mais ils vont continuer à communiquer sur l'aspect respect de la vie privée. Ouais. Mais clairement, ils s'enlèvent. DuckDuckGo, quoi. DuckDuckGo, ouais, clairement. Quant, beaucoup de blabla. Ouais. Quant, c'est en ce moment, ils font beaucoup parler d'eux avec le partenariat avec Wiko et celui avec Microsoft. Et c'est vrai que c'est des partenariats où tu te dis quand même pour l'image, ça va à l'encontre de tout ce qu'ils avaient comme discours jusque-là, quoi. Donc je pense qu'ils ont dû quand même perdre 2-3 puristes au passage. Hein. Ouais, c'est possible. Oui, c'est possible. Là, honnêtement... Après, franchement, en fourniture d'infrastructures actuellement, donc parmi les 3 grands, lesquels respectent le mieux la vie privée, je pense que... c'est compliqué, ça. C'est compliqué. Mais Google, donc clairement pas. Non. Amazon, AWS... Ouais, non plus. Non, Microsoft reste celui qui a la meilleure image. Microsoft, c'est celui qui n'a pas la majorité de son business model sur les données. FBI. Sur les données. Oui, c'est vrai. Non, ils donnent pas tout. Justement, ils donnent pas tout. Ils se battent pour ça, pour aller jusqu'à la décision de justice avant de ne pas pouvoir faire autrement. Mais eux, en fait, Microsoft, ils mettent en avant le fait qu'ils vendent du service, en fait, et pas monétiser la donnée. Donc c'est aussi pour ça que ça fait du sens d'aller là-dessus, et c'est pas forcément si dramatique que ça. Mais bon, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une surprise, l'avenir nous le dira. En tout cas, ils stockent pas leur mot de passe sans clair, a priori. Pas encore. On n'a pas vu de surprise là-dessus. Et voilà. Et pourtant, c'est une pratique que l'on fait chez Google, c'est ça. Par exemple. Bon, allez, on va parler maintenant un peu de Turfu, mais de 2021. Ah, c'est bientôt. Et ouais, Ford qui lance une expérimentation, un prototype, le Ford Digit, donc le robot livreur. C'est lui. Digit, alors lui c'est le One, c'est le premier. Il y a un LiDAR en haut, tout un tas de capteurs qui vont bien. On voit d'ailleurs la carte mère, il y a un gros bouton vert. Dans la vidéo qu'ils ont faite, ils appuient sur le bouton vert pour démarrer, et en fait il y a 2 ports USB et un port Ethernet. Donc voilà, ce sont des anciens robots de manutention. En fait, on voit les servomoteurs, les articulations et tout ça viennent de là, sans doute d'usine Ford, qui devait assembler des véhicules. Et l'idée derrière tout ça, c'est qu'en fait ce robot se déplace, c'est un bipode,
avec les pattes arrière, tu sais, inversées. Ouais. Ça fait, on dirait une armure de Anthem un peu, tu sais. Mais carrément, pattes, carrément, je cherchais la similarité. voilà, c'est pas des mains, c'est des boules avec une picot en caoutchouc et en gros, il exerce une pression sur le carton pour le transporter. Il essaie de le choper à peu près au milieu pour maintenir un équilibre. Ça va détourner ça aussi encore. Je ne sais pas. Je suis tombé par mes gardes en sortant de la douche. Là où c'est intéressant dans cette histoire, c'est que finalement, le robot livreur va vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous commandez des fournitures. Jusqu'au bout. Non. Vous commandez des fournitures. Par exemple, là, c'est l'exemple qu'il donne, c'est une étudiante qui appelle son père et qui dit « Ah, j'ai besoin de post-it, de machin, j'ai en train de réviser, tout ça. » Son père passe une commande. Le mec met ça dans un carton. Le robot prend le carton. Il prend la voiture autonome. Donc pas de chauffeur. Terrible. Il vient, il s'arrête devant chez toi, puis le robot marche jusqu'à ta porte, sonne et te donne le carton. Non, pire. Non, il sonne pas en fait. Non. Il pose le carton, non, et tu reçois un message qui te dit votre paquet est arrivé. Et il non, casse. ça marche pas comme ça les livreurs. Il vient, oui. il dit que t'étais pas là et il repart avec ton colis. C'est vrai. Et alors là où ça fait peur, c'est ça. Vous avez les images de Star Wars en tête ou pas? Oh mais oui, carrément. Ah, voilà, donc il sort et puis il attrape le colis qui est devant lui et ensuite il se déplace jusque là. D'ailleurs la vidéo est très bien faite. Comment il tient en l'air là? La vidéo est très bien faite. Il y a un bras, je le vois pas, Oui, Ouais. Oui, il y a un bras qui le tient là devant. La vidéo est très bien faite parce que là on le devine en fond, en flou, vous allez voir. Il y a une trottinette Lime renversée par terre. C'est pour montrer qu'il évite les obstacles au sol. Oh. Je te jure, dans le reste de la vidéo, tu le vois en train d'éviter les obstacles et aller jusqu'à la porte. Et là, la fille reçoit une notification disant votre colis est livré. Et voilà. Et le robot ensuite repart dans son camion et le camion le ramène chez lui. Formidable. C'est pas ouf ou pas? Ah, c'est génial. Le concept est assez rigolo. Le dernier mètre et ça y est. Là on y est. Là on y est. Et donc Ford veut carrément lancer ça dès 2021. C'est plus qu'un. Il se laisse encore une bonne année. C'est génial. Pour aller jusqu'au bout du truc. Et donc c'est voilà, une nouvelle branche chez eux qui a décidé de lancer ce truc-là. Franchement, tu vois, on va toujours penser au drone, au machin, ou au robot livreur, où tu mets le truc dans un petit robot là sur ces petites chenilles là, ou sur le trottoir, ces petits roues là, voilà, qui va jusqu'au bout. Et sauf qu'en fait ils disent, mais nous on va faire des véhicules autonomes sans Ford. Ouais, tu peux mutualiser carrément. Donc on va utiliser une flotte de véhicules Ford dans laquelle on va mettre des robots et puis en avant quoi. Donc moi je trouve l'idée, en tout cas l'idée intéressante, le concept intéressant. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit, ah putain, voilà un robot de la Fédération du commerce, là, tu sais, les robots soldats, quoi. Ouais, carrément. C'est exactement ça. Quand ils sortent des chars d'assaut par centaines de milliers, là, tu sais. Ouais, c'est ça, mais je vois tout à fait la scène, carrément. Voilà. Donc là, on voit le petit robot. Oui, est-ce que ça sera compatible avec tous les environnements? Ça, c'est pas sûr, mais c'est encore une fois, ça va commencer par des trucs faciles et après, ils agrémenteront ça. Ils développeront d'autres services. Les cages d'escalier, j'imagine, dans le Paris ancien, ça va être compliqué. Alors là, on voit d'ailleurs que à l'arrière, là, c'est des caméras RealSense ou des Kinect-like, tu le vois. Ah oui, carrément. Derrière, il a aussi devant, en plus d'un LiDAR. Enfin, voilà. Une catapulte sur le toit de la voiture comme Paperboy. Je valide la référence rétro, c'est parfait. Mais là, quand même, voilà. C'est compatible Mars, je ne sais pas. En tout cas, si demain, votre fils naît avec une jambe robot, vous saurez que c'est vraiment le fils du facteur. Parce que là, il n'y aura plus aucun doute, évidemment. Allez, d'un robot qui livre à un robot qui traduit, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'une news, on va parler du Google Translatotron. Donc le Translatotron 2000. Le Translatotron 2000, c'est exactement ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un projet de recherche qu'a présenté Google qui va en fait travailler sur la traduction, évidemment, comme son nom l'indique. Mais contrairement à... Je crois que c'était sur la translation de vecteurs. Ah, tout à fait. Alors, on pourrait parler de translation de vecteurs, si tu veux. Grand plaisir, mais là, non, non. C'est pas ça. Il y a sûrement des vecteurs, d'ailleurs, dans le travail qui est fait derrière, puisque c'est à base de machine learning et d'intelligence artificielle. Bref, tout ça pour dire que ils ont en fait travaillé à faire la traduction différemment. Alors, habituellement, quand on fait la traduction, comme peut le faire actuellement Google Translate, on passe par une étape où on retranscrit ça en texte, au milieu. Donc on passe de la voix en fait au texte, on traduit de texte à texte et on repasse à la voix. Donc on fait du speech to text, text to speech, donc là, le fameux TTS que vous pouvez voir comme service dans vos téléphones. Et bien là en fait ils vont faire directement du speech to speech, donc ils vont passer de la voix à la voix directement pour faire la traduction. Alors ça permet de faire quoi? Bingo.
Déjà, ça permet d'accélérer le processus de traduction, donc il y a des étapes en moins au milieu, évidemment. Ça permet aussi de garder beaucoup plus d'informations, parce que quand on passe par du texte, on perd beaucoup de sens en fait dans les propos. On perd les intonations, on perd le fait que c'est une question que tu as posée versus une exclamation, on perd aussi l'accent de la personne. Et bien là, en fait, dans leur exemple qui sont démontrés, tout ça c'est conservé, et ils s'en servent. Donc ils s'en servent pour rajouter du contexte dans la traduction, et ils s'en servent aussi pour traduire en conservant les caractéristiques de la voix de la personne qui a énoncé le texte initial. Ce qui est assez terrible. Voilà. Donc c'est une démo, hein, c'est loin d'être en prod. Ouais, d'ailleurs, ils ont donné des exemples sur leur page. Ouais. Avec l'ancienne façon de faire, la nouvelle version de faire. C'est pas non plus ouf gueudin, hein. Les traductions... Non, alors il y a un gros intérêt, c'est que tu sens que c'est moins robotique. Oui. C'est un peu plus fluide. Mais c'est des premières versions, encore une fois. Mais ils arrivent en fait à un niveau de trad qui est déjà satisfaisant, mais qui n'est pas encore au-delà de ce qu'on pouvait espérer par rapport à ce qui se fait actuellement. Voilà. Et donc là, je vous mets juste le schéma de comment c'est architecturé, ce service-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a effectivement un système d'encodage au début par la voix qui est donné, et on rajoute ça avec l'élément qui est là-haut en vert, le speaker encoder, donc qui est en fait un élément que tu vas toi-même créer, puisque tu vas faire reconnaître ton modèle de voix, donc tu vas parler quelques phrases avec ce modèle-là qui va enregistrer ta voix pour reconnaître tes timbres de voix, et il va s'en servir après pour rajouter ça dans la voix qu'il va produire dans la traduction. Et c'est intégré dans une architecture comme ça, donc on est vraiment là sur des architectures de réseaux de neurones. Et le travail qui est fait au niveau de la voix, c'est fait sur le spectrogramme. Donc le spectrogramme, c'est ce que vous voyez souvent quand vous regardez de la musique, en fait. C'est ces fameuses visualisations où tu vois le défilement dans le temps des ondes en fait qui varient. Mais en fait, ils travaillent là-dessus, c'est-à-dire qu'ils récupèrent les données de l'évolution du spectrogramme dans le temps, et ils les échantillonnent, et ils font les traductions là-dessus, et ils traduisent là-dessus. Donc on est vraiment dans de l'audio pour de l'audio. On est presque dans de l'analogique, en fait. C'est assez impressionnant. C'est comme voilà. Quand toi, tu fais une traduction de ce que tu entends. Tu repasses pas à l'écrit. Bah, exactement. C'est le fonctionnement de la traduction du cerveau humain. Exactement, c'est ça. Truc de fou. Voilà, donc c'est à suivre, c'est loin d'être en prod, mais c'est une nouvelle façon d'aborder la traduction, c'est vraiment génial. Spotify. Ah, on va parler d'un truc. Yep. Puisque Spotify sort un truc de voiture, ce qui s'appelle, ça fait marrer, hein, ça. Ça s'appelle le CarSing, et oui, le truc de voiture. C'est un assistant contrôlé à la voix qui a cette c'est quoi tête-là. Il ressemble au Motorola V70 ou je sais plus combien on fait. Qui se tournait là sur ça. Le fameux, ça s'appelait comment? Un swivel, je crois, le nom du. Ah ouais, c'était ça. Je savais même pas. C'est pas un slide, c'est un swivel. Il s'ouvrait, voilà, par rotation autour de l'axe là du rond qui est au milieu, exactement. Donc ça c'est quoi? Ça s'ouvre pas, hein, ça reste fixe comme ça, c'est un assistant contrôlé par la voix. Une montre connectée Motorola recyclée. C'est vrai. Enfin, le cadran en bas. Hein, c'est vrai, ah oui carrément, j'avais pas pensé à ça. Ah oui, l'aplati en bas, exactement. Donc ça, c'est un appareil qui va se greffer dans les voitures, mais oui c'est un CarSing, qui va se brancher dans la prise allume-cigare, et qui va reconnaître en fait ta voix, qui va se connecter à la fois en Bluetooth à ton téléphone d'un côté, à ta voiture de l'autre, donc qui va contrôler Spotify de ton téléphone et diffuser sur ta voiture, que tu vas pouvoir déclencher par un Spotify, un mot-clé qui va ouvrir ça, et tu vas pouvoir lui dire de jouer des morceaux. Spotify, pour les gens qui l'appellent Spotify, déjà ils sont mal. Alors pourquoi ils ont rajouté ça au milieu? L'intérêt, c'est de pouvoir étudier en fait le comportement et les usages autour de la voix dans le contexte de Spotify. C'est vraiment pour des phases de test. Ils n'ont pas pour ambition de sortir un produit commercial derrière avec ça. Voilà, donc ça va être diffusé aux États-Unis uniquement pour certains membres premium, et ça sera diffusé gratuitement. Voilà, donc c'est vraiment pour des bêta-testeurs pour chercher ce qu'ils peuvent faire avec ça. Je pense pour collecter des données, pour voir ce qu'ils pourraient faire autour de la voix. Non, c'est clairement, ils savent pas ce qu'ils veulent faire avec, mais ils veulent collecter des données. Peut-être rien. Peut-être que ça finira par l'enrichissement de l'application mobile en fait pour ça. Voilà. Ça finira à la poubelle. Peut-être qu'ils vont travailler à intégrer ça dans des voitures, tu vois, au final. Mais voilà. Bon, ok. Pas plus d'infos là-dessus, mais c'était marrant d'avoir un nouveau device comme ça qui sort. Ah. Voilà. Bon. Le versus fighting de la semaine, du mois, de l'année. Après autant de gens qui s'aiment, il y a des gens aussi qui s'aiment plus. Et c'est le cas de Trump versus la Chine, et en particulier Huawei.
c'est l'actu du moment, c'est même le flot d'actu, c'est inondé partout, c'était difficile de sortir des news indépendamment de celle-ci même dans le flot d'actu actuellement. Toi aussi, tu cherches des news chaudes dans ta région. C'est ça. C'est exactement ça. Il y avait que ça. Ah, voilà. Il y avait que de ça, ouais. C'était 3/4 de mon flux de news en tout cas. C'est que ça. Hein? Oui, c'est que ça. Ouais, facile. Alors, rappelons un petit peu le contexte. Tout ça fait suite à une guerre commerciale qui est en train de se passer entre les États-Unis et la Chine. Voilà. Sous couvert derrière de craintes d'espionnage industriel par les Chinois sur le gouvernement américain et tout ça. Donc je vous la fais courte pour cet aspect-là. Et là, ce qui a fait que ça s'est escaladé très rapidement, c'est que Trump a sorti un executive order qui est en gros une lettre qui permet en fait qui donne le pouvoir d'interdire à des compagnies américaines l'achat de produits et d'équipements de télécom étrangers. Donc il a juste sorti ça sans forcément préciser derrière de nom d'entreprise, sachant que cette lettre-là permet en fait au secrétaire du commerce de lui-même définir la liste et de rajouter des entreprises dessus. Donc ça s'est fait en 2 temps, c'est pas Trump qui a directement interdit Huawei, non. Mais ça reste dans le contexte du gouvernement. Donc ça lui permet de dire c'était pas moi, mais quand même machin, voilà. Et ça permet d'avoir une flexibilité sur la liste et ce qu'ils veulent rajouter dedans derrière, a posteriori, sans que ce soit lui directement qui le fasse. Du coup, le premier à avoir été rajouté sur la liste, c'est Huawei. Oh, surprise! Surprise! On l'attendait pas du tout. ZTE aussi était dans la cible, hein, il est aussi déjà sur la sellette. Alors, en fait, le vrai fond de l'histoire. Pourquoi? C'est pas tellement l'histoire d'espionnage et tout ça. C'est surtout que Trump en a marre de voir les produits chinois et l'économie chinoise aussi florissante alors que la sienne ne l'est pas. L'idée de taxer les produits manufacturés en Chine et tout ça, c'est pour essayer de rapatrier des entreprises chez lui, recréer de l'emploi localement, enfin c'est du protectionnisme à l'ancienne. Et les histoires d'espionnage, Huawei, machin et tout ça, finalement, en fait tout est prétexte plutôt à taper sur Huawei qui est le symbole et qui est devenu le 2e constructeur de mobile, qui est passé devant Apple, qui est assez hégémonique dans la technologie 5G aussi, et qui est en concurrence directe. En fait, aujourd'hui, des gens qui fabriquent des antennes 5G, il y en a 2. Il y a l'américain Cisco et le chinois Huawei. Ou alors, il est clairement dominant sur la 5G, Huawei. Il n'y a pas de... Voilà, et en fait, le truc, c'est que Huawei débarquant dans les équipements réseau aux États-Unis, ils ont invoqué le fait qu'il pourrait y avoir des histoires d'espionnage et tout ça, mais c'est surtout que c'est pour éviter de défavoriser leur propre industrie locale. Et c'est essentiellement ça en fait. Pas que ça, je suis pas d'accord. Il n'y a pas que ça, mais Huawei, c'est super bizarre la structure de l'entreprise. Non, mais ça, je suis d'accord. Et non, ben oui, mais il y a donc même si l'espionnage, le risque d'espionnage n'est pas avéré, il n'y a pas de preuve. Non, ça c'est clair. Il y a des suspicions et tu peux, elles sont pas levées. C'est vrai que si tu manages le risque, tu te dis est-ce qu'on prend le risque ou pas. Ben c'est ça, c'est-à-dire que Huawei reste très proche du gouvernement chinois quand même. Oui. Il y a des liens qui sont super flous, tu sais pas. En fait, c'est ce qui fait que Huawei et pas les autres constructeurs chinois. C'est-à-dire que Huawei est quand même beaucoup plus enclin à aller chercher de l'espionnage. Il pourrait aller chercher plus ça, de par sa proximité avec le gouvernement chinois. La structure, elle n'est pas super claire. C'est vrai que les Américains, avec la NSA, les backdoors dans les cartes mères, les machins, c'est clair. Dans les OS, dans les trucs, c'est vrai que ça, par contre, ça pose aucun problème aux Américains. Mais c'est eux-mêmes. Mais c'est le cas. Regarde, la Chine a déjà banni Google de chez lui. Donc ils le font de leur côté. Les Chinois le font déjà. Il y a des services qu'ils interdisent chez eux. Donc en fait, c'est quelque part le revers de la médaille du côté américain. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de le faire dans ce sens-là. Quand c'est les Chinois qui le font, on se dit ouais, d'accord, protectionnisme chinois, etc. On les met comme ça. Et quand c'est les États-Unis qui font ça, pourtant le pays de la liberté, comme on peut le dire, et bien là, ça devient problématique. Bon. Ça c'était le pourquoi. Juste pour rappel, Christophe a voté Trump aux dernières élections. Non mais il faut remettre le contexte. Hein bon. Vas-y, on continue. N'importe quoi. Trump a bridé les relations avec la Chine, c'est ça. Clairement pas. Il a bridé. Bravo. Donc oui, alors pourquoi Huawei? Alors c'est pas tant pour le marché des téléphones, mais c'est aussi parce que c'est un équipementier réseau ultra répandu. Autour de la 4G, de la 5G et de la fibre, et qu'il a une grosse part de marché sur la 5G et la fibre, et qui est même ultra dominant sur la 5G. Donc effectivement, il est acteur principal de tous les futurs réseaux qui arrivent. Donc effectivement, il est en position dominante pour
gérer tous ces réseaux. Donc il y a un gros risque de domination de ces réseaux. Et si en plus, effectivement, il y a un risque en parallèle de ça sur l'espionnage, ben voilà, évidemment, ça fait peur. Donc, une fois que ça s'est passé, qu'est-ce qui se passe pour les conséquences? Donc ça veut dire que Huawei ne peut plus rien acheter produit par les entreprises américaines. Et donc la première chose qui est tombée suite à cette décision-là, c'est Google, qui a suspendu la licence Android pour Huawei. Donc ça ne veut pas dire que les téléphones Huawei vont arrêter de fonctionner, ça veut juste dire que dans les prochaines versions, les prochains téléphones Huawei qui vont sortir ne pourront pas utiliser les services Google, et ne pourront pas utiliser la version Google d'Android, ils devront se baser sur la version open source. Donc ça veut dire qu'ils devront avoir un autre... Oui, très bien, merci. C'est magnifique cette image. Ça veut dire qu'ils devront utiliser un autre OS décliné de la version open source d'Android. En plus de ça, ça veut dire qu'ils ne pourront pas utiliser les Google Play Services. Alors les Google Play Services, c'est pas juste les applis Google, c'est un peu plus que ça. Les Google Play Services, c'est évidemment Gmail et Google Play, mais c'est aussi les services qui vont à côté, qui viennent enrichir l'expérience Android, notamment le Find My Phone, donc quand tu n'as pas eu ton téléphone. C'est aussi le Google Pay, et oui, donc tu ne pourras pas payer avec Google, mais c'est aussi surtout les notifications Google, l'infrastructure de notification GMS, donc quand vous avez des notifications push sur votre téléphone Android, c'est parce que derrière, ça utilise les services Google et les Google Play Services. Donc ça veut dire que les notifications de temps réel, Twitter, Instagram, etc., t'oublies, t'en auras plus, même si tu es sur un service tiers. Donc ça veut dire que Huawei devra développer toute cette infrastructure, tout cet écosystème en plus de Android pour arriver à un niveau de service équivalent à celui d'Android avec les services Google. Donc c'est quand même pas rien. Voilà, Honor est également touché puisque Honor fait partie du giron de Huawei derrière. Voilà. Ils ont quand même 3 mois de délai pour réagir suite à cette annonce-là. En parallèle de ça, ils ont cherché à rassurer un petit peu tout le monde en disant que oui, les services de mise à jour seront toujours assurés pour la sécurité, pour les patchs de sécurité Android. Donc ça va continuer à exister. Les téléphones existants vont continuer à fonctionner. Les Google Play Services sur les téléphones existants seront toujours là et continueront de fonctionner. C'est juste dans les prochains. Les téléphones existants, par contre, ce qu'ils n'auront pas, c'est les mises à jour Android. Donc les téléphones qui sont sortis actuellement, ils n'auront pas Android Q, la prochaine version. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont arrêté de communiquer dessus. Donc t'oublies sur ton P20, P20 Pro, tout ça, tu auras P30. Les P30. C'est Honor P20, mais c'est Huawei. C'est les Huawei, moi je parle du P30. P30 Ah pardon, j'ai confondu. Oui. Le dernier c'est P30, ouais. Les P30 et P30 Pro, avec les méga capteurs photo. Voilà. Ils n'auront pas Android Q. Qui vise la lune et tout quoi. Exactement. T'auras pas tes mises à jour Android Q, c'est ballot hein, quand même. Voilà. T'avais mis des captures, tu les as même pas diffusées. Ah oui, les Google Play Services, exactement, ouais. j'ai oublié que j'ai mis des captures. C'est beau. Voilà, ouais, on s'en fout. Non, Google Play Services, c'est cette couche d'application qui vient en plus d'Android. Ouais. Et l'intérêt de ces Google Play Services, c'est que ça permet à Google de maintenir en fait des mises à jour, même pour des versions précédentes d'Android. Donc tu peux continuer à faire enrichir tes services et l'OS par une partie qui est diffusée par le Play Store et mise à jour à côté, sans avoir à diffuser des mises à jour de ROM, pour lesquels on sait très bien que les opérateurs sont pas les plus rapides pour les diffuser. Merci Nico77 pour le sub. Merci. Voilà, petite parenthèse pour les Google Play Services. Allez, deuxième vague derrière tout ça, Intel, Qualcomm, Xilinx et Broadcom. Ah ouais, parce qu'une claque derrière la tête, ça suffisait pas. Ça suffit pas. Quand tu te prends une baffe, tu tends l'autre joue, et là voilà, donc là c'est tous les fournisseurs, les constructeurs de puces, qui du coup ne peuvent plus vendre de puces derrière. Voilà. Alors, en quoi ça touche Huawei ça? Eh bien, c'est globalement, bon, ils n'utilisent pas du Intel ou du Qualcomm pour leur téléphone, ça, ils s'en étaient targués. Ouais, c'est vrai. Mais ils en utilisent beaucoup dans les Huawei MateBook, hein, les fameux laptops qu'ils font. Tu sais, ces super laptops qui sont quand même. Non, ils sont pas mal. C'est des MacBook, mais version. C'est ça. C'est entre les MacBook et les XPS de Dell, ils sont quand même ultra bien faits, ultra sympas niveau design. Mais évidemment, ils tournent sur des pros Intel derrière. Donc là, t'oublies, tu pourras pas en sortir des nouveaux. Dommage. Ballot, hein. Intel, ça fait mal aux fesses quand même. Hein. Ouais. Troisième lame, puisque ça suffisait pas, Microsoft, qui a également du coup derrière. Ils ont supprimé du coup ces mêmes laptops. Final countdown, c'est exactement ça. Ils ont supprimé de leur store, donc ils sont plus mis en avant sur le Windows Store, où tu peux plus acheter de MacBook. Mais également. Il ne plus qu'ils sont plus vendus sur Amazon. Ils ont également annoncé. Ah bah oui. C'est vrai qu'Amazon n'a pas encore dégainé, j'y ai pas pensé. Ils ont également annoncé que ils devront arrêter la fourniture de services Azure pour les clouds de Huawei. Et là, ça fait bien mal aux fesses, parce que s'ils avaient l'intention d'utiliser des services hébergés dans le cloud, t'oublies Azure. Évidemment, t'oublies également Google, et puisque pareil, même combat, c'est sur le marché US. T'oublies AWS, pareil, même combat. Donc là, tu te fermes toutes les portes des principaux infrastructures cloud. Mais on a OVH. Hein. Et ça serait marrant qu'il y ait une OVH. À la France, il reste... Voilà.
Et la dernière lame, c'est comme la lame du rasoir, il y en a toujours une quatrième pour venir achever le poil s'il est toujours là, c'est perte de la licence ARM, puisque ARM, alors ARM c'est un peu particulier parce qu'ils sont pas, c'est pas une entreprise américaine, mais ils ont des sites aux États-Unis, et notamment ils ont une partie de leur licence, de leur propriété intellectuelle qui est sur le sol américain. Et donc ils ont arrêté de fournir la licence ARM pour produire des processeurs Huawei. Donc au début tu dis Qualcomm, bon ok, ils pourront pas utiliser des Snapdragon, mais ça jusqu'à présent ils le faisaient pas, ils avaient leur propre Kirin. Mais là, le Kirin c'est sur une architecture ARM. Donc là, voilà, dernière balle pour achever Huawei. Petite balle dans la nuque. Petite balle dans la nuque, c'est exactement ça. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Huawei est retranché dans son camp, donc ils sont en train de défendre beaucoup leur position, donc ils y vont plutôt doucement au début, c'est-à-dire qu'ils réagissent plutôt calmement, non, vous inquiétez pas. Et posément. Donc ils ont défendu leur position quand même dominante sur le marché Android en disant qu'ils ont quand même énormément contribué à la croissance d'Android et de Google, donc en fait qu'ils ont aidé quelque part la croissance d'entreprises américaines et du coup du marché et de l'économie américaine au sens large. Mais après, je pense pas que Google le fasse de gaieté de cœur. Hein. Ah non, mais clairement, et puis ils l'ont dit, hein. Enfin, Google et Huawei travaillent ensemble pour essayer de lever ce blocage-là. Ouais. Google, ils ont aucun intérêt à ce que Huawei soit banni, en fait. Parce que, évidemment, comme Huawei l'a mis en avant, c'est quand même eux qui portent beaucoup la croissance d'Android aux États-Unis par les téléphones bon marché qui font quand même malgré tout. Donc, entrée de gamme et milieu de gamme, voire haut de gamme maintenant. Ils ont énormément contribué à la croissance du marché. Donc ça serait vraiment dommage pour Google également. Donc la suite, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, travailler sur un OS et un store alternatif. Donc l'OS, il y en aurait déjà un qui serait en cours de préparation depuis quelques temps, puisqu'ils avaient déjà la crainte de ce blocage par rapport à la dépendance qu'ils avaient sur Android et Google. Donc ils auraient quelque chose dans les cartons, mais qui serait loin d'être prêt. Au niveau du store... c'est le deuxième vendeur de smartphones mondial. Ouais. Exactement, ouais, tout à fait. Derrière Samsung. Peu, hein, c'est au dernier trimestre. Derrière Samsung, complètement. Store alternatif, donc soit maison, soit un partenariat. Donc ils travailleraient avec Aptoide, qui est un store Android alternatif, qui n'est pas le plus petit store. Hein. Ils sont déjà 900 000 applications. Ouais. Alors c'est marrant parce qu'Aptoide, ça n'a pas commencé comme un store alternatif, ça a commencé comme un bon gros store pirate pour récupérer des APK gratos. Et ils ont développé après le business store. Ils ont un petit peu nettoyé tout ça pour faire un petit store un peu plus propre derrière. Donc voilà. C'est marrant de retrouver ça sur des smartphones chinois, ça serait pas mal. Donc ils travailleraient, ils seraient en discussion avec Aptoide pour avoir un store chez eux. Mais ils ont quand même annoncé qu'ils souhaitaient, ils en tiennent par rigueur aux États-Unis et ils souhaitent quand même continuer à essayer de travailler avec Google et Microsoft notamment pour pouvoir continuer à fournir des services avec ça. Voilà. Bon. Donc là, ouais, si vous comptiez acheter un Huawei dans les semaines qui viennent, il va falloir vous retenir. Oui, il y a Android aussi, c'est vrai. Il y a eu un article aussi qui disait aujourd'hui que là, c'est Huawei qui trinque, mais il est probable que d'autres entreprises chinoises suivent dans les semaines qui viennent, toujours pour faire un peu de pression. Voilà. Le prochain, est-ce que ce sera Xiaomi, OnePlus? Est-ce que ça sera pourquoi pas HMD avec Nokia, voire même Lenovo avec Motorola? Ça serait très drôle d'ailleurs. Oh hein, Motorola, ancienne marque américaine qui est devenue... moi j'y crois pas. Il y a peu de chances que ce soit ces autres... Ils ont pas autant de poids et il n'y a pas l'aspect... infrastructure télécom, parce qu'en fait, non, c'est même pas possible, parce que l'executive order de Trump, il ne se base que sur les fournisseurs de matos, de réseau télécom. Donc mais ça pourrait s'élargir. L'executive order peut évoluer, tu sais, on le connaît. Large urban. C'est exactement ça. Ah, je sais pas, ça serait un peu plus compliqué, mais on peut pas prévoir. Il suffit que maintenant la Chine... Ça peut très bien se lever dans quelques semaines. Il y a un gros mouvement en Chine autour des Apple Store. Hein. Les produits Apple déjà ont pris tous plus 25% en termes de prix. Ouais. Ils appliquent des taxes. Et surtout, il y a des gros mouvements de boycott d'Apple. Donc, il y a de moins en moins de clients là-bas. Et en fait, on met Apple en opposition à Huawei là-bas. D'ailleurs, il y a eu un dignitaire chinois qui a tweeté en disant... que les États-Unis sont pas contentes parce qu'en fait, quand on prend une pomme et qu'on la découpe en morceaux, ça fait le logo Huawei ou je sais pas quoi, bref. Il a tweeté ça depuis son téléphone d'ailleurs. Depuis son iPhone. Hein. C'était très propre. Mais voilà, la Chine est un gros marché aussi pour Apple. Hein, et, énorme. Énorme marché pour Apple. Et Apple risque de ramasser au passage. Donc, à voir ce que Trump va faire. Parce qu'évidemment, il dit on attaque les intérêts américains, moi j'attaque les intérêts chinois. Et il est très con, donc le ban pourrait vraiment s'élargir. Hein, donc,
C'est Toi, tu sûr. dis non, mais moi, je suis pas aussi. Alors, j'y crois pas parce qu'en fait... Non, mais je pensais pas qu'il irait déjà jusque-là. Personne pensait Non, qu'il irait. non. Donc, du coup, maintenant que t'as mis déjà un pied dans la porte, allez, c'est bon, vas-y, va jusqu'au bout. Tu vois? Ouais, alors c'est pas fini parce que la Chine pour l'instant, il Ah oui, commence, c'est mal vu en Chine d'avoir un iPhone maintenant depuis le ban. Hein. il commence à réagir. Il commence à réagir d'abord doucement. Huawei a commencé à positionner ses pions, mais la Chine, le gouvernement chinois a commencé à réagir en disant à Trump doucement, allez-y mollo, parce qu'il y a des trucs qui vont arriver derrière. Ils ont notamment rappelé qu'ils sont quand même en position de domination absolue sur l'extraction des métaux rares. Et sans les métaux rares, tu peux plus rien faire en termes de puces, d'électronique, etc. C'est ça. T'oublies. Donc là, en fait... Si la Chine dit, bah non, on va favoriser nos fondeurs. C'est ça. Bah, ils arrêtent tout. Mais du coup, en fait, même si ARM, même si Qualcomm, tout ça, Intel et tout, ils ont plus leur licence, les Chinois, ils ont quand même les ressources initiales pour produire ces puces-là. Donc là, on va arriver dans un système de blocage où, d'un côté, tu as les licences pour l'architecture des puces, de l'autre, tu as le matériau initial pour produire les puces, et ils pourront plus se mettre d'accord. Donc en fait, ça fait un blocage pour tout le monde. Donc, je suis pas sûr qu'on... Tout le monde a y perdre. Voilà, tout le monde a y perdre. On est vraiment dans du bras de fer commercial, à la dure. Bah, Trump, il gère les États-Unis comme une entreprise. Et la Chine comme un fournisseur. Tu vas me dire, bah non, on ne prend plus votre truc, vos taxes sont trop élevées, vos machins, vos trucs. Mais après, c'est ce que je disais avant, c'est que les Chinois se le permettent en fait, et jusqu'à présent, on disait, ouais, c'est la Chine, ça va, ça passe. Non, on disait, ouais. Maintenant, on dit plus. C'est la guerre froide technologique, c'est vrai, quelque part. Ouais, je pense pas que ça va durer aussi longtemps, mais... j'espère pas. Je pense pas que Cuba aura un rôle à jouer non plus dedans, mais... Bon, du coup, le téléphone flexible de chez Huawei, t'oublies. Alors moi, ce qui me fait le plus chier dans l'histoire, c'est les Huawei Watch, je l'avais noté, puisque c'était quand même... les Watch GT, là. Ouais, c'était quand même des très bonnes montres Android. C'est vrai. Et Wear OS, malgré tout, qui me tient encore à cœur, mais il est encore un peu plus en train de mourir, c'est dommage, voilà. Xi Jinping, c'est pas un enfant de cœur, c'est Winnie l'ourson, pourtant il a une tête de Winnie l'ourson. Ouais. Ah oui, il y a quand même des implications internationales, c'est que le fait que les États-Unis interdisent ça aura un impact sur le reste du marché. C'est-à-dire que déjà, le Japon interdit des trucs, l'Angleterre aussi. Ouais, en cascade, et puis ça veut même dire qu'à partir du moment où ils pourront pas intégrer des services Google dans leur téléphone, c'est marché mondial complet. C'est pas parce qu'on est en France que nous on aura le droit d'avoir les services Google, pas du tout. C'est parce que Huawei en général, ne pourra pas utiliser des services Google partout. C'est ça. Donc c'est quand même ultra violent. Exactement. Et voilà. Et en parlant de Google, en parlant de Google, on conclut sur une petite actu rapide au passage, puisqu'ils ont annoncé une version 2 de leur Google Glass Enterprise Edition, un truc qu'on n'attendait pas. Exactement. Tel Huawei, dans quelques semaines. Et bien pourtant... Encore un service Google qu'on pensait mort, ou un matos Google qu'on pensait mort, mais non, il est toujours là. 1000$ à peu près, réservé aux pros. Voilà la petite bestiole. Donc dedans ils ont amélioré, alors c'est une amélioration, c'est vraiment une version plus de la précédente édition, meilleur processeur, meilleur appareil photo, connectique USB-C, et dedans un Snapdragon XR1, donc qui est un chip dédié à tout ce qui est XR, donc VR, AR, MR, tout ça, tout ce que tu veux, réalité virtuelle augmentée mixte. Ça tourne par contre maintenant sur une version Android, tu sais les autres versions d'Android dédiées pour le embedded, tout ça. Et il y a un petit changement en interne chez Google, c'est que la production de ces Google Glass sort du cadre du laboratoire Google pour rejoindre la division hardware de Google, même titre que les Pixel et les Google Home. Donc ça soit plus dans le hardware de prod de Google pour du plus long terme. Voilà. Pourquoi pas ? Ils ont fait toute une vidéo autour des usages des Google Glass en entreprise, et on est vraiment, mais alors vraiment directement en frontal avec HoloLens, Microsoft HoloLens. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur de l'enrichissement comment ça s'appelle, de la documentation en fait en superposition de ce que tu fais, de la télémédecine par exemple, de la vision on parlait. On est sur la même chose, c'est les mêmes cas d'usage, c'est la version de chez Google de ce service-là. Voilà. Pas mal. Ouais. Pas mal, mais on verra bien. Moi, j'y crois moins maintenant Google Glass. Bref, c'est plus léger. Donc non, moi aussi, j'y crois plus trop. Ça peut plus facilement s'embarquer dans un contexte d'entreprise. Sur des machines. Alors, ils en parlaient par exemple avec un médecin. Ils disaient, le médecin, en fait, il consulte son patient et il a avec lui toujours à côté le dossier médical du patient. Et du coup, quand il parle, il peut voir des informations complémentaires sans avoir à se couper de l'interaction avec son patient. Et il disait que souvent les médecins, en fait, ils commencent à parler avec le patient, puis se mettent sur l'ordinateur, du coup ils se coupent en fait de la vision de l'interaction avec la personne, et donc là ça permet de conserver l'interaction en ayant des infos supplémentaires. Et là, c'est vrai que quand tu mets un HoloLens,
ou le gros casque, le machin, tu fermes devant, Grave. t'es moins dans la communication de suite. Hein. C'est pas faux. C'est ce qui Quand tu différencie mets le un casque positionnement. intégral de moto, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est ce qui différencie le positionnement de ce service-là, dans ce Google Glass, par rapport à HoloLens. Mais sinon, le reste derrière, c'est à peu près pareil. Voilà, Parfait. ça arrivera un jour ou l'autre de toute façon. Ouais, je suis je moins sais pas. convaincu. Dans le cadre professionnel, oui, pour tout le Les monde. lunettes Huawei, du coup, tu sais, ils avaient annoncé des Ouais. lunettes avec conduction osseuse, machin et tout. Ouais, T'oublies. Je pense qu'ils vont plutôt se concentrer à développer leur propre OS déjà. ouais là, Autre chose. ouais, mais ouais, c'est très problématique quand même. Ouais, pour eux. ouais. Bah, du coup, Apple sera second constructeur au prochain trimestre. En part de marché. Alors, bah, ils ont 3 mois de battement pour réagir, et en plus ils ont 3 mois de stock puisqu'ils avaient stocké au Mais laisse taquet tomber, au taquet de puce. Oui, d'accord, mais en termes d'image, Bah, ça va être dur de remonter. qui va acheter aujourd'hui un Huawei en te disant Ah, mais ça, c'est sûr. potentiellement dans 3 mois Ça c'est sûr, ça va faire Non, mal c'est commercialement. Pas possible. Mm. Pas possible. Bon, allez, on termine. On termine. Yep, Voilà. sur Twitter. Pour nous trouver sur Twitter, c'est là. Voilà, Chris Kavika, Cédric Bonnet. Yep. Pour nous soutenir, c'est sur tipeee.com/std Renegade. Voilà, ça Vous nous avez aide à le lien. financer le studio. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de financement, on reçoit bientôt le nouveau PC de la régie. On en a reçu les 3/4, pareil. Il nous manque le CPU qu'on reçoit demain. Demain, Pour mettre à jour ce magnifique PC et avoir encore plus de puissant. puissance. Vous voyez, alors par exemple, là, dans l'émission qu'on a tournée, on n'a pas pu mettre un deuxième plan de caméra. Voilà. Parce que l'USB n'a pas voulu. Exactement, la Donc, caméra on a est toute noire. Qu'une seule caméra, donc ça devient urgemment utile. Urgent. C'est ça. StudioRenegade.fr si vous voulez les infos sur l'agenda et tout ça, découvrir des émissions. On a une page émission et tout ça, une page streamer aussi pour voir qui stream chez nous. Qui c'est qui stream Et oui, c'est qui stream. Qui c'est qui stream Et surtout, l'IRL. l'IRL, puisque on Vous pouvez vous organise inscrire. cet été une IRL le 24 août sur Bordeaux. On vous invite à vous inscrire sur le lien qui est en bas, bit.ly IRL 2019 Renegade, tout en majuscule, puisque oui, Bitly est sensible à la casse. Donc inscrivez-vous avant le 31 mai qu'on ait une indication du nombre de places à réserver. Donc, Yep. suivant le nombre, peut-être au studio ou peut-être dans une salle si vous êtes C'est encore des milliers à venir comme la première qu'on a faite. C'est ça. On réservera le Stade de France, non, on réservera Non, le Matmut. le Matmut, ouais. Le Arcana, le Zénith là, de Bordeaux. Ah oui. Voilà. Bref, inscrivez-vous, ça nous fera toujours plaisir de vous voir. Puis en fonction, on organisera des événements, des animations sur place. On a Exactement. déjà parlé un peu tout à l'heure d'ailleurs Yep. de trucs qu'on avait évoqués dans la précédente IRL qui pourraient être Ah, on sympas va faire à faire au studio. montage du PC que Twitch. Mister SP, je n'ai pas saisi. sa Sûr. phrase. Ah, tu crois que c'est ça? Ouais, je suis sûr qu'il est sur un clavier, sur un téléphone et que c'est le correcteur qui a remplacé sur par que. Ah, même montage Ouais. du PC que Twitch. Exactement. Alors, ben, merci Salsa Gaël. Gaël. 2020 justement. Ou étrangement. Je ne comprends plus rien. Non, bah, Discussion. la chatroom nous a perdus. Mais pourquoi pas? Allez, Est-ce qu'on le monte en direct sur Twitch? On va voir, peut-être. on verra, pourquoi pas. C'est toi qui le monte? Ouais, c'est moi qui vais le monter. Tout à Ok, fait. très bien. Je vais faire n'importe quoi sans doute, mais non, je plaisante. Je vais quand même démonter, remonter le mien en entier. Waouh. Water cooling et tout. Hein. Bon, ce qu'il dit pas, c'est qu'il marche plus, mais. Ah si, il marche très bien. Et il marche mieux qu'avant. Parce qu'ils n'avaient pas fait le câble management dedans. Ah bon? Non. Vraiment de la C'est merde bizarre. en barre. Donc alors que le boîtier était fait exprès pour. Depuis que je l'ai refait, il est nickel. Enfin bref. Sur ce, merci d'avoir suivi donc ce Bits. Rendez-vous la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, ça, C'est chaud, hein. je sais pas, entre les ponts Peut-être, ouais. et peut-être un RGB qui va apparaître de nulle part bientôt, on verra. Ah, ok. Bon, on verra. Alors peut-être la semaine prochaine, non, mais ça sinon. sera peut-être dans 2 semaines le RGB. Voilà. Bon. Et sinon, donc, moi je vous donne rendez-vous demain matin pour la matinale si vous nous suivez en direct. Et pour ceux qui ne nous suivent pas en direct, vous pouvez venir tous les matins de 8 à 9 dans Morning Tech Review pour suivre une matinale high-tech. Voilà, voilà. Sur ce, merci encore à vous d'avoir suivi l'émission et rendez-vous bientôt pour l'épisode 120. Ouais. C'est ça. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao.